Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya al-mursalin. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rédiger une dissertation. Voilà, comment rédiger une dissertation avec un minimum d'erreurs ou sans erreur pour l'épreuve de méthodologie de la recherche universitaire. Donc ce que nous avons devant nous est un modèle de dissertation. Donc il est là, voilà. Donc on a presque 3 pages. Voilà, une dissertation écrite en 2 pages et demie. Et on a le sujet du concours de l'épreuve relatif à l'épreuve de méthodologie de la recherche universitaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en doctorat, on a 2 épreuves. Une épreuve de spécialité. Donc si on va passer le concours en didactique, on va avoir un sujet sur la didactique et un sujet sur la méthodologie ou la culture générale. Donc, on va avoir un sujet de spécialité, en l'occurrence la didactique, et un sujet de culture générale ou de méthodologie. Bien. Si on est en sciences du langage, c'est la même chose. Si on est en sciences des textes littéraires, c'est la même chose. Donc, on a 2 épreuves. On a une épreuve de spécialité et une épreuve de méthodologie ou de culture générale. Donc, on va voir ensemble ce sujet-là, proposé dans le cadre du concours de doctorat le 27 mai 2021. Donc, épreuve relative à la filière méthodologie de la recherche universitaire, spécialité sciences du langage. Donc, le texte est destiné à ces 3 spécialités. Aux sciences du langage, ceux qui vont concourir pour les sciences du langage, didactique des langues et des cultures, et didactique de la rédaction scientifique en français langue étrangère. Donc la durée est 1h30. Donc durée 1h30. Le sujet 1, donc on a la consigne, développer la citation ci-dessous en expliquant le rôle et les étapes de la rédaction d'une introduction. Donc je répète, développer la citation ci-dessous en expliquant le rôle et les étapes de la rédaction d'une introduction. Donc, on va lire ensemble le passage. La rédaction de l'introduction résulte de la phase exploratoire, de la documentation faite à partir de lectures et de discussions avec des personnes ressources sur le terrain et de discussions sur le sujet. L'introduction s'adresse à des lecteurs issus d'une communauté scientifique particulière. Donc là, on a un passage qui est pris, voilà, de cette source, en l'occurrence YouTube. Donc, professeur Ibtissam Cheichou, février 2021, cours numéro 4. Comment rédiger l'introduction à mémoire de master en ligne. En ligne, donc YouTube, donc ça c'est pris de YouTube. Donc je relis. La rédaction de l'introduction résulte de la phase exploratoire. Donc on a la phase exploratoire ici comme mot-clé. On a rédaction de l'introduction aussi comme mot-clé. De la documentation, mot-clé, faite à partir de lectures et de discussions avec des personnes ressources sur le terrain et de discussions sur le sujet. L'introduction s'adresse à des lecteurs issus d'une communauté scientifique. Donc, on va lire une 3e fois et une dernière fois la rédaction de l'introduction. Donc, rédaction de l'introduction est aussi un mot-clé. Donc, il va s'agir de la rédaction de l'introduction. Résulte, c'est-à-dire est le produit de la phase exploratoire. Donc, on a aussi comme mot-clé la phase exploratoire. De la documentation. Donc, la documentation, c'est aussi un mot-clé, fait à partir de lectures et de discussions avec des personnes ressources sur le terrain et de discussions sur le sujet. Donc, on a aussi discussion sur le sujet, lecture aussi comme mot-clé. L'introduction s'adresse à des lecteurs issus d'une communauté scientifique particulière. Voilà. Donc, on va passer à, regardez bien, on a ici une note infrapaginale. Donc, il faut faire très, très attention quand on lit le sujet. Voilà. Il faut, être attentif même à ces remarques-là. Donc, on a comme remarque ces 2 notes infrapaginales. Donc, on nous demande
n'utiliser qu'une seule couleur de stylo, bleu ou noir. Donc, il faut utiliser une seule couleur de stylo, bleu et noir. Donc, au choix, soit vous écrivez avec le bleu, soit vous écrivez avec le noir. Il est strictement interdit d'utiliser l'effaceur ou de raturer la copie. Donc, il faut prendre soin de sa copie. Et la copie, bien sûr, va refléter votre personne, voilà, et votre capacité de maîtrise, voilà, compétence de maîtrise. Donc, on va lire et à chaque fois, on va progresser, on va faire des commentaires. Donc, il faut préciser qu'il s'agit d'une dissertation qui m'a été envoyée par une candidate, une future candidate, donc une étudiante qui se prépare au concours de doctorat. Donc, elle me l'a envoyée par mail et elle m'a demandé de la corriger. Et j'aimerais bien partager, voilà, ce que j'ai comme remarque à propos de cette, voilà, de cette dissertation avec vous. Donc, on va lire et à chaque fois on va lire, on va voir si la dissertation respecte vraiment disons, la consigne du sujet de doctorat et si l'étudiant ou l'étudiante, pardon, réinvestit les concepts clés qui sont mentionnés dans ce passage. D'accord? Donc, il faudrait que l'étudiant prenne en considération et la consigne. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de développer cette citation, ce passage-là. C'est plutôt un passage. Voilà, parce qu'il est, pris d'une conférence sur YouTube. Voilà. Donc, en expliquant le rôle et les étapes de la rédaction d'une introduction. Donc, il va s'agir du rôle de l'introduction et des étapes qui constituent cette introduction. Voilà. Donc, je commence. La recherche scientifique est un processus, voire un ensemble d'étapes dynamiques et systématiques basées sur une logique et un système répétitif qui vise à mettre en lumière, vérifier ou clarifier les connaissances. Donc, je trouve que ici, le mot voir avec eux, il est, disons, mal placé. Donc, j'aimerais bien que l'étudiant, voilà, ou l'étudiante, voilà, soit, disons, simple dans sa rédaction. Donc, en disant, par exemple, la recherche scientifique est un processus par lequel le chercheur entreprend, si vous voulez, un ensemble d'étapes ou suit un ensemble d'étapes pour y vérifier quelque chose, par exemple. Donc, la recherche scientifique, donc ce mot est à éviter. Donc, je vais écrire à éviter. À éviter, voilà, parce qu'il s'agit d'un début, voilà. Donc, on est encore dans le premier paragraphe. La recherche scientifique est un processus, voire un ensemble d'étapes dynamiques, un processus constitué, disons, d'étapes. Voilà, je vais l'améliorer en disant ainsi, est un processus constitué d'étapes raisonnées, dynamiques, voilà, d'étapes dynamiques et systémiques, voilà, c'est comme un système, voilà, basé sur une logique et un système répétitif qui vise à mettre en lumière ou vérifier ou clarifier les connaissances. D'accord. Donc, comme deuxième remarque aussi, on a comme remarque ici en outre. Voilà, je ne sais pas pourquoi l'étudiant ou l'étudiante, pardon, a employé en outre. Et pourtant, on n'a pas d'abord. Voilà, donc moi je préfère que ce paragraphe-là ne soit pas commencé par en outre. Par exemple, il fallait écrire en effet. Un travail de recherche doit prendre la forme d'un article scientifique. Donc il faut prendre soin de son introduction. C'est très important. Donc je vais écrire en effet, virgule, pour confirmer ce que j'avais dit au préalable. Donc en effet, un travail, et remarquez bien que l'introduction ici, et voilà, le premier paragraphe est tout petit. Voilà, donc j'aimerais bien le juxtaposer au paragraphe suivant pour le transformer, le rendre en un seul paragraphe. Voilà.
Donc je relis, la recherche scientifique est un processus constitué d'étapes dynamiques et systémiques, donc c'est comme un système, basé sur une logique et un système, voilà, répétitif qui vise à mettre en lumière, vérifier ou clarifier des connaissances. Donc au lieu de dire en outre, je préfère dire en effet, un travail de recherche scientifique ou tout simplement un travail de recherche doit prendre la forme d'un article scientifique, d'une thèse de doctorat, d'un mémoire de fin d'études ou d'un rapport de stage décrivant les résultats originaux d'une recherche et soumis à l'évaluation d'un comité de lecture ou d'un jury. Donc là, l'étudiante voudrait tout simplement, nous expliquer que un travail de recherche à la même forme qu'un article, voilà, qu'une thèse de doctorat ou qu'un mémoire de fin d'études ou qu'un rapport de stage. C'est-à-dire que les étapes que suivent, le mémoire, le mémoire de fin d'études, la thèse de doctorat, l'article scientifique sont les mêmes. Voilà. Donc, il répond toujours, voilà, une bonne thèse de doctorat par exemple ou un bon article scientifique doit répondre à une norme scientifique. Voilà. Donc ils doivent respecter les étapes de la recherche scientifique, sinon ce sera pas de la recherche. Donc ce sera que des étapes aléatoires et les résultats ne vont pas être, ne vont pas être fiables. Donc, dans les sciences sociales et humaines, donc j'aurais aimé ici que l'étudiante écrive dans les sciences humaines et sociales. Dans les sciences humaines et sociales. Dans les sciences humaines et sociales, quel que soit le type de travail scientifique ou quel que soit le type d'enquête, donc il faut éviter à chaque fois la redondance, il doit comporter une introduction impressionnante. Donc là, je me demande pourquoi l'étudiante a écrit impressionnante. Moi, je vous déconseille, voilà, de faire appel à ces mots impressionnantes dans vos productions de dissertation. Voilà, ça va donner un aspect subjectif à votre dissertation. Donc, tout simplement, il faut dire, il doit comporter une introduction. Voilà, pourquoi impressionnante? Là, je vais écrire à éviter. Une introduction correcte, et c'est tout, voilà. Une introduction afin de motiver le lecteur à lire l'intégralité du travail. C'est vrai que si l'introduction est bien soignée, ça va donner envie à celui qui va vous lire de lire la suite. Parce que vous êtes en train de le préparer en lui présentant, en lui présentant votre problème, donc le problème auquel vous avez été confronté, vos motivations, pourquoi vous avez choisi de travailler sur ce thème, la problématique, la méthode que vous allez entreprendre pour répondre à cette problématique, le plan, etc., etc. Donc tout cela va quand même donner de l'intérêt, va intéresser celui qui va vous lire. Donc il faut prendre soin de l'introduction. Donc, une introduction doit suivre les étapes suivantes. Donc, d'abord, elle doit commencer par une amorce, ou ce qu'on appelle une accroche. C'est-à-dire, il faut présenter le sujet dans sa forme générale, dans sa globalité, de telle forme qu'il réponde au principe de l'entonnoir, c'est-à-dire un raisonnement déductif, du général au particulier. Voilà, il ne faut pas aller directement au sujet précis, à ce que vous allez toucher du doigt. Sinon, si vous dites d'emblée, votre problématique, à quoi ça sert, ou votre sujet exact, à quoi ça sert de le reprendre après. Donc, il faut préparer le lecteur de telle sorte qu'il soit conduit du général vers le particulier. Voilà, amené du général vers le particulier. Donc, vous écrivez l'introduction en commençant par une amorce, ce qu'on appelle une accroche. C'est la présentation générale du sujet. Après, vous allez, affirmer le constat.
Donc, rédigez le constat, ce que vous avez constaté. Alors, le constat peut s'agir, disons, d'un phénomène qui vous paraît inhabituel, d'un problème, d'un obstacle, d'un dysfonctionnement. Donc, c'est-à-dire ce que vous allez, ce à quoi vous allez répondre. Voilà. Ou voilà le problème. Voilà. C'est quoi votre problème? Vous allez dire, quel est mon problème? Voilà. Ce que j'ai rencontré comme anomalie. Ce à quoi j'étais confronté. Voilà. Comme obstacle. Qu'est-ce que j'ai remarqué comme dysfonctionnement? Voilà. Ou ce que je n'ai pas compris. Voilà. Ou ce que je vais combler. Voilà, en faisant cette recherche, en entreprenant cette recherche. Donc, c'est ça le problème. Vous formulez votre problématique. D'accord? Donc, il faut formuler une problématique. Et je rappelle bien que la problématique, c'est un ensemble de problèmes. Et de chaque problème découle une question. Donc, c'est comme si la problématique est composée de plusieurs questions de recherche. Si j'écris un mémoire de fin d'études et j'ai une problématique dans mon introduction, je dois avoir en tête que ma problématique peut être subdivisée ou de cette problématique, je pourrais avoir plusieurs questions. Je vais répondre à chacune dans un chapitre à part. Donc, je vais pas donner trop de détails sur ça. Sinon, un problème, selon Abraham Moll, c'est l'écart qui existe entre ce que je sais, ce que nous savons, et ce que nous voudrions savoir, c'est-à-dire ce que je vais colmater comme brèche dans la connaissance. Voilà. Donc, une fois j'ai formulé ma problématique, je vais montrer justement la démarche que je vais suivre pour y répondre. Voilà. Quelle démarche je vais suivre? Quelle méthode d'investigation je vais mettre en œuvre? Est-ce que je vais utiliser un questionnaire? Est-ce que je vais me baser sur l'entretien directif ou semi-directif? Est-ce que je vais faire une expérimentation, l'observation participante? Est-ce que je vais que analyser? Est-ce qu'il s'agit d'une recherche in vivo ou in vitro? Donc tout cela, il faut le préciser. Donc il faut préciser, disons l'outil d'investigation et pourquoi vous l'avez utilisé. C'est très important. Pourquoi j'ai utilisé le questionnaire et non pas l'entrevue? Pourquoi j'ai opté pour l'expérimentation et non pas pour tel autre? Voilà. Donc, il faut préciser l'outil d'investigation. Pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi vous avez choisi cette méthode et non pas telle autre? Donc, tout cela est important. Et après, toujours par rapport à l'introduction, une fois que vous avez formulé votre problématique, vous allez émettre les hypothèses. Donc, les hypothèses, ce sont les réponses présumées. Ce sont les réponses possibles, éventuelles à la problématique. Bien sûr que il n'est pas toujours une obligation, c'est pas toujours une obligation de formuler des hypothèses. Quand est-ce qu'on se pose une question? Quand est-ce qu'on formule une ou des hypothèses? Quand on a, si vous voulez, une idée sur le sujet, une idée sur les réponses, bon, une idée, disons, sur les réponses possibles à cette problématique. Si on n'a pas une réponse présumée, il faut mettre que l'objectif. Donc, il faut mettre que l'objectif. Voilà. Donc, après, je vais annoncer le plan. Toujours dans l'introduction, j'annonce mon plan. Je vais dire ce que je vais faire dans le premier chapitre, dans le deuxième, dans le troisième et dans la conclusion. Donc, ça sera, si vous voulez, un synopsis de votre travail de recherche. D'accord? Et si vous écrivez une bonne introduction, vous allez intéresser le lecteur à lire la suite. Si vous écrivez une introduction incohérente, en parenthèse une mauvaise introduction, vous allez désintéresser. Vous allez désintéresser le lecteur et il n'aura pas vraiment envie de vous lire. Voilà. Et s'il va vous lire, il va vous lire que hâtivement. Donc il faut faire très très important à l'introduction en prenant soin. Donc je répète, dans les sciences humaines et sociales, quel que soit le type de travail scientifique, il doit comporter une introduction impressionnante. Donc je vais pas dire qu'ici que l'étudiant s'est trompé en écrivant impressionnante, mais il fallait écrire tout simplement, il doit comporter une bonne introduction. Voilà.
afin de motiver le lecteur à lire l'intégralité du travail, car cette partie sert de feuille de route pour le document scientifique rédigé. Donc c'est une feuille de route pour votre recherche, pour le cheminement de votre recherche. Alors une opinion subjective de ce genre nous amène à nous interroger sur le processus suivi par le chercheur pour rédiger une introduction pertinente et adéquate susceptible de paraître attrayante. Alors je pense que ce passage-là est à supprimer. Voilà. Il n'y a pas lieu de dire une opinion subjective dans une dissertation. Donc je répète, une opinion subjective de ce genre, on se demande de ce genre de quoi? Nous amène à nous interroger, donc on a beaucoup de nous, et on a opinion subjective, nous interroger sur le processus suivi par le chercheur pour rédiger une introduction pertinente et adéquate. Donc là, il fallait tout simplement formuler la problématique suivante. Donc on va essayer d'écrire ensemble une problématique. Je vais dire, la lecture, c'est simple, hein, il faut dire les choses de façon très simple. La lecture de ce passage nous amène à se poser la question suivante, tout simplement, ou nous amène à nous interroger comme suit. Interroger comme suit. Donc la lecture de ce passage, de cette, disons, citation, qui est la citation de, voilà, le passage du professeur Ibtissam Cheichou. Voilà, la lecture de ce passage nous amène à nous interroger comme suit. Et formuler la problématique. Par exemple, quelles sont les étapes voilà, quelles sont les étapes de rédaction, quelles sont les étapes de rédaction d'une introduction d'un travail de recherche et en quoi sont-ils importants? Voilà. Important. Donc je répète. Donc vous pouvez formuler une autre problématique. Hein. Voilà, ça c'est juste une proposition. Voilà. La lecture de ce passage nous amène à nous interroger comme suit. Quelles sont les étapes? Voilà les étapes. Pardon. Quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes de rédaction d'une introduction d'un travail de recherche et en quoi sont-ils importants? En quoi ils sont importants? Donc ça c'est à chaque fois, voilà, je cite l'étape et je dis, je dois décrire son importance par rapport à l'introduction du travail, voilà, cette introduction de travail de recherche. Pour répondre à cette problématique, ce travail sera structuré autour de 3 parties. Donc moi, je vais dire, pour répondre à cette question, à ce questionnement, regardez comment comment que l'étudiante a écrit disons, comment elle a annoncé le plan. Elle l'a annoncé sous forme de points. Moi, je préfère que ça soit écrit dans un seul bloc, en disant, par exemple, pour répondre à ce questionnement, ce travail, pour répondre à ce questionnement, nous allons dans un premier temps aborder la notion d'exploration, voilà, en matière des sciences, voilà, aborder la notion d'exploration en matière des sciences humaines et sociales. En deuxième lieu, nous verrons par exemple l'importance de la documentation et des méthodes, voilà. Pourquoi il est important de faire de la recherche documentaire et choisir des méthodes pour un travail de recherche. Et je vais dire en dernier, voilà, qu'est-ce qu'il a écrit l'étudiant. La troisième et la dernière partie, donc ça éviter.
Troisième et la dernière partie. Voilà, c'est de la répétition. Donc, je pense que là, il faut dire tout simplement en dernier. Voilà, en dernier. Virgule. Il sera question d'expliquer l'intérêt. Alors là, je lis. La troisième et la dernière partie expliquera l'intérêt que doit susciter l'introduction, considérée comme une feuille de route, ainsi que l'importance de l'utilisation de termes clés pour garantir une large audience au sein d'une communauté scientifique spécifique. Alors tout cela, il faut l'écrire en un seul bloc. Voilà. L'écrire en un seul bloc. Voilà, en un seul paragraphe. Voilà, je vais dire pour répondre à ce questionnement, il sera question voilà, dans un premier temps, il sera question de faire ceci, cela. Dans un second temps, nous verrons ceci, nous aborderons cette question. Et et en dernier lieu, voilà, en dernier lieu. Donc, il faut que ça soit dans un seul paragraphe. Voilà. Au lieu, par exemple, de citer trois points comme ça, il fallait, disons, les écrire dans un seul bloc. Voilà. Donc, je passe pour la suite, pardon. Donc, en premier lieu, la recherche scientifique part d'un constat. Et c'est vrai. Voilà. La recherche scientifique, on ne peut faire de la recherche sans se poser des questions. Et on ne peut se poser une question sans déjà de constater quelque chose d'anormal, hein, un problème, un dysfonctionnement, un obstacle, voilà. Donc en premier lieu, la recherche scientifique part d'un constat. Quelles sont les conditions qui sont amenées, donc les conditions qui ont amené le chercheur, ou qui amènent tout simplement le chercheur à choisir tel sujet d'étude. Pourquoi, qui, quand, contexte de la recherche. Voilà. Donc on ne peut, faire de la recherche sans déjà passer par quelque chose d'anormal, déjà remarquer, un phénomène. Donc, on ne peut se poser une question que si l'on a été confronté à un phénomène, un obstacle, un dysfonctionnement, etc. Donc, je pense que c'est précis. Voilà. C'est ce que l'on appelle la phase d'exploration où l'enquêteur se trouve dans un état de questionnement. Donc, le constat d'anomalie nous interpelle à se questionner, à se poser une ou des questions. L'exploration découle souvent d'un constat jugé anormal. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. Difficultés, obstacles, phénomènes, etc. La recherche scientifique consiste à combler l'écart entre ce que nous savons et ce que nous voudrions savoir. Donc, je pense que ici, l'étudiante fait allusion à la définition du problème proposé par Moll. Donc, le problème, c'est l'écart qui existe entre ce que nous savons et ce que nous voudrions savoir. Et c'est aussi un trou dans la connaissance. Donc, on va combler ce trou par la recherche. Voilà, on va combler cette brèche, ce trou, par la recherche. Voilà. De telles informations doivent être mises en avant dans l'introduction du travail scientifique à titre de préambule ou dans le cadre du contexte de la recherche. Ainsi, cela confirme l'énoncé selon lequel la rédaction de l'introduction résulte de la phase exploratoire. Donc, dans la phase exploratoire, on trouve le constat, la question et la question de recherche. Voilà. Ensuite, pour parvenir à la rédaction d'une introduction attrayante, alors là, je fais toujours la remarque à cette étudiante qu'elle emploie beaucoup, d'adjectifs amélioratifs, donc à éviter. Donc, il faut tout simplement dire d'une introduction, la rédaction d'une introduction. Voilà. Ensuite, pour parvenir à la rédaction d'une introduction, le chercheur étaye son constat par des propos, donc de ses propos donc je pense que là, il y a aussi une erreur. J'ai pas été par
une documentation fiable. Voilà, pas documentation. On va voir la suite. Ensuite, pour parvenir à la rédaction d'une introduction, le chercheur était son constat par une documentation fiable afin de vérifier la validité et la faisabilité de son sujet de recherche. Il faut préciser que le chercheur doit toujours se poser plusieurs questions. Voilà. La première des questions à se poser, est-ce que je suis en mesure de réaliser cette enquête par rapport aux moyens financiers que j'ai, par rapport au temps que dont je dispose. Voilà. Si je fais par exemple un mémoire de fin d'études, je travaille sur une question très complexe, donc je pense que je ne pourrai pas y répondre en une année. Donc il faut tout un travail de thèse. Si je fais des études qui demandent beaucoup de déplacements et de travail sur des contextes différents alors que je ne suis qu'un simple étudiant, donc je n'ai pas vraiment des ressources, disons de l'argent, voilà, des capacités financières qui me permettront de me déplacer, voilà, pour être sur le terrain. Alors je pense que je vais aussi être buté contre une difficulté. Je pose aussi une question, est-ce qu'il y a une documentation sur ce sujet? Où elle est cette documentation? Donc, il faut se poser toute cette panoplie de questions qui sont en rapport avec la faisabilité du sujet. Est-ce que mon sujet est faisable par rapport aux moyens financiers, par rapport au temps aussi, et aussi par rapport à la documentation dont je dispose. Voilà. Donc, il faut vérifier ces trois choses-là. Bien. Alors, une fois j'ai trouvé une documentation, je commence à faire des lectures. Quand est-ce que je m'arrête? Donc, beaucoup d'étudiants posent cette question, ils disent qu'on lit et on ne sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Alors, supposons que je fais des lectures sur la didactique de l'oral. J'ai une documentation suffisante sur la didactique de l'oral, j'ai 2 ou 3 ouvrages et beaucoup d'articles sur Internet. Quand est-ce que je m'arrête? Alors, je m'arrête quand les mêmes informations se répètent. Voilà, je lis et à un moment donné, il faut s'arrêter. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Il faut s'arrêter quand les mêmes informations se répètent. Là, on appelle ça la saturation théorique. Ça veut dire que, c'est-à-dire que même si je continue la lecture, les mêmes informations vont se répéter. Donc, à partir du moment où les mêmes informations se répètent, j'arrête la lecture. Voilà. Justement, on se pose la question, mais pourquoi on lit? Alors, on lit pour avoir une connaissance, disons, suffisante du sujet. Et aussi pour vérifier si d'autres chercheurs ont apporté déjà des réponses et à la question que j'ai formulée, à la problématique que j'ai formulée, parce que si j'ai formulé une problématique à laquelle ont répondu beaucoup de chercheurs, donc je pense que je suis dans le sentier je vais être sur des sentiers battus. C'est-à-dire que ça va être que des études, disons, des recherches rébarbatives. Donc je vais que répéter ce que les gens ont déjà produit. Voilà. Donc il faut essayer de chercher, si vous voulez, une lacune dans, disons, la connaissance et essayer de colmater cette lacune ou cette brèche pour être plus ou moins original. Voilà. D'où l'intérêt de la documentation. Et la documentation aussi va me permettre de bien maîtriser mon sujet. Alors si je lis suffisamment de documents, alors je vais avoir une bonne maîtrise de mon sujet. Voilà, je vais disons, me positionner même dans la phase de discussion. Je vais dire que mes résultats entreprennent un rapport de complémentarité, un rapport de nuance, un rapport de divergence ou de convergence par rapport aux travaux de mes prédécesseurs, par rapport aux travaux d'autres chercheurs qui m'ont devancé. Voilà. Donc, on lit pour avoir une bonne maîtrise du sujet, mais aussi pour pouvoir se positionner par rapport à la théorie. C'est-à-dire que après, dans la phase de discussion ou d'interprétation, je vais me positionner par rapport à toute cette théorie, voilà, que j'ai lue, en disant,
que mes résultats entreprennent soit en disant que soit mes résultats entreprennent un rapport de complémentarité, un rapport de nuance, un rapport de convergence, un rapport de divergence par rapport aux résultats de mes prédécesseurs, voilà, de ceux qui sont dans le domaine où je suis, voilà. D'une documentation fiable afin de vérifier la validité et la faisabilité de son sujet de recherche. Pour ce faire, l'enquêteur doit s'assurer de la disponibilité des sources d'informations auxquelles il pourra se fier. Cela lui permet de rédiger une introduction, une revue de la littérature. Donc, une revue de littérature, c'est quoi? C'est un état de l'art. Justement, dans une introduction, on doit trouver un état de l'art. De préférence, il faut citer les grands travaux de mes prédécesseurs, c'est-à-dire les grands travaux des chercheurs sur le sujet que j'ai choisi. Donc c'est clair. Donc on dit soit la revue de littérature, soit l'état de l'art, ou même état de la question. Et je répète que il faut s'arrêter. Donc je lis. Et quand je vois que les mêmes informations se répètent, là il faut arrêter la lecture, parce que il va y avoir ce qu'on appelle une saturation théorique. Voilà, c'est comme on fait la collecte de données, on lance une enquête, un sondage ou un questionnaire, et par exemple sur Internet, et on remarque que même si les réponses augmentent, les statistiques demeurent les mêmes. Alors là, on est dans la saturation. Voilà. Donc on s'arrête. Donc le panel est plus ou moins représentatif. Donc le même principe est appliqué quand on fait des lectures. Donc je lis, et quand les mêmes informations, à partir du moment où les mêmes informations se répètent, alors là il faut s'arrêter. Voilà. Cela lui permet de rédiger une introduction, une revue de littérature sans anomalie et dans les normes. Pour parvenir à ce point, alors même ces expressions-là, je pense que sont à éviter pour parvenir à cela, par exemple, et pas à ce point, voilà. Le chercheur consulte divers documents, donc il faut enrichir la documentation. Il faut par exemple consulter des périodiques, lire des actes de colloques, des encyclopédies, faire des petites recherches sur, disons, Internet. Voilà. Alors là, Wikipédia, je vais pas dire de ne pas consulter Wikipédia. On consulte Wikipédia, mais il faut faire très attention parce que ça n'est pas une source fiable. Donc, elle peut nous induire en erreur. Donc, d'emblée, il faut aller voir des informations sur Wikipédia, mais après, il faut les confirmer. Disons en faisant recours à des articles, des livres, des actes de colloque. Donc il faut confirmer les informations et comparer les unes aux autres. Voilà. Ou réaliser des interviews avec des personnes expertes dans le domaine de recherche requis. Alors là, je pourrais même faire recours à des gens experts, à des experts, c'est-à-dire à des professeurs ou à des chercheurs qui sont sur le terrain. Je leur demande ce qu'il faut consulter, ce qu'il faut pas consulter, même visionner, par exemple, si je travaille sur la sociolinguistique ou la sociodidactique, je peux visionner des visioconférences sur YouTube. Voilà, par exemple, la visioconférence de Philippe Blanchet. Voilà. Par contre, je peux pas, par exemple, visionner des conférences de gens qui sont pas dans le domaine. Donc, je risquerais d'avoir des informations qui ne sont pas fiables. Donc là, il faut toujours se poser cette question, est-ce que les informations sont fiables ou ne sont pas? Voilà. Si elles sont fiables, je dois les citer dans mon travail de recherche. Si elles ne le sont pas, donc je ne dois pas les prendre en considération. Dans le cas, le chercheur se trouve obligé de trier l'information dans un contexte de surabondance et de diversité. Alors, vous remarquez bien que il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas lesquelles il faut prendre. Voilà, quelles sont les informations que je dois prendre. Donc, ce qu'a appelé ici l'étudiant, ce que l'on appelle l'infobésité. Voilà, c'est-à-dire parfois on est tellement surinformé qu'on est
qu'on sait pas quelle information doit-on prendre. Voilà. Pour quelle information on va opter. Donc, il faut être sélectif. Par exemple, les articles scientifiques, il faut chercher les articles qui sont publiés dans des revues indexées. Voilà, Scopus, par exemple. Par exemple, pour, je sais pas, les livres, il faut chercher des livres qui sont écrits par des gens spécialistes. Voilà. Au lieu, par exemple, que de lire sur, je sais pas moi, Wikipédia ou des revues scientifiques qui ne sont pas indexées, qui ne sont pas reconnues. Donc là, il faut être sélectif. Voilà. Par conséquent, la documentation permet de renforcer et de clarifier l'introduction du projet de recherche, car une bonne connaissance de la littérature sur le sujet permet de présenter différents points de vue, le cas échéant. Voilà. Enfin, la qualité d'un travail de recherche se mesure par le respect de la structure authentique de rédaction et par le nombre de consultations, citations par les lecteurs et auteurs. Très important. C'est très important. Voilà. Voilà. Si je trouve, parfois il y a des astuces. Je dois quand même suivre des astuces. Si je trouve qu'un article a été cité, par exemple, 1000 fois, alors là, ça prouve quand même qu'il a une valeur scientifique. Voilà. Qui peut m'apporter aussi des informations pertinentes par rapport à mon sujet, mon domaine. Voilà. Je vais pas dire que les articles qui sont moins cités ou qui ne sont pas cités ne sont pas fiables. Mais les articles qui sont très cités, voilà, généralement les gens les ont consultés parce qu'ils présentent éventuellement des recherches poussées. Voilà. Donc là, on peut voir ça sur Internet. Quand on fait des recherches, on trouve l'intitulé de l'article et juste à côté, on trouve, ou juste en bas, pardon, on trouve, voilà, cité 120 fois, 200 fois, 80, parfois 2, 4, 6, donc ça dépend. Voilà. Donc il faut chercher, même les ouvrages, parfois un seul ouvrage suffit. Alors les autres qui ont écrit après, voilà, un ouvrage qui est écrit par exemple par Christian Puren, Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues. Donc il va détailler toutes les méthodologies de l'enseignement des langues. Alors si je trouve par exemple un auteur qui a écrit un autre ouvrage, alors par exemple, je sais pas moi, un didacticien qui reprend ce qu'a déjà écrit Christian Puren au préalable. Donc ça va, et je lis son travail, donc je vais juste me fatiguer à lire la même chose. Donc il vaut mieux, utiliser ou lire les ouvrages de référence. Voilà. Il faut se baser sur des ouvrages de référence, a priori. Voilà. Enfin, la qualité d'un travail de recherche se mesure par le respect de la structure authentique de rédaction et par le nombre de citations par les lecteurs et les auteurs. Voilà. Pour atteindre ce dernier stade, alors là aussi c'est mal formulé, c'est toujours des maladresses. Hein. Donc il faut voir une autre expression. Il faut toujours utiliser des connecteurs logiques. Il faut dire par exemple tout d'abord, ensuite, après, par ailleurs, de surcroît, en somme, en bref, succinctement, de façon brève. Donc il faut utiliser ces mots de liaison qui vont permettre, disons, à votre dissertation d'être cohérente. Que d'écrire, par exemple, pour atteindre ce dernier stade, que d'écrire pour parvenir à ce point. Donc je pense que ça porte une lourdeur à votre style. Voilà. Donc il faut utiliser les mots de liaison que vous avez appris, voilà, pour assurer une cohérence à votre dissertation. Voilà. Le chercheur doit mettre en évidence un fil conducteur bien élaboré, établissant un lien entre la connaissance, le contexte, originalité, importance du sujet par rapport aux publications existantes, voilà, par rapport aux recherches, voilà, la problématique, les hypothèses, les méthodologies et un maximum de mots expressions clés liés à l'objectif de recherche. Cela permet d'assurer une large visibilité au sein d'une communauté scientifique particulière. Sachant qu'une grande partie des chercheurs parcourent rapidement le travail pour se faire une idée générale, il est donc très important d'accorder une attention particulière à cette partie incontournable, qui est l'introduction. Voilà.
En guise de conclusion, la rédaction de l'introduction est une condition sine qua non. Voilà, une condition sine qua non pour entamer un travail de recherche car elle représente la première connexion entre l'auteur et le lecteur. Donc, la rédaction de l'introduction est une phase très importante. Alors, si vous écrivez une bonne introduction, vous allez, disons, attirer le lecteur à lire la suite, la suite. Donc, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de votre introduction. Ainsi, le chercheur se doit de rédiger soigneusement son introduction afin de donner une idée claire du sujet, car un lecteur pressé, lecture rapide entre parenthèses, parcourt le travail en diagonale. C'est donc une partie du travail qu'il convient de soigner particulièrement pour assurer une bonne compréhension et une visibilité au sein de la communauté scientifique. Alors, si j'étais par exemple le correcteur, alors je donnerais un 11 ou un 12 à cette dissertation. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de maladresse, il y a trop de redondance. Regardez ici dans la conclusion. Alors, dernier paragraphe, en guise de conclusion, la rédaction de l'introduction est une condition sine qua non pour entamer un travail de recherche car elle représente la première connexion entre l'auteur et le lecteur. Ainsi, le chercheur se doit de rédiger soigneusement. Alors, on a le mot soigneusement. Alors là, regardez bien. Soigneusement son introduction afin de donner une idée claire du sujet car une lecture pressée parcourt le travail en diagonale. C'est donc une partie du travail qui convient de soigner. Regardez, donc il y a quand même des informations que l'étudiant est en train de reprendre ou de répéter. Donc ce que j'ai évoqué comme information, il faut pas le reprendre. Voilà, il faut pas reprendre déjà les informations qui sont citées. Voilà. Donc, je vais essayer de récapituler de façon très brève. Alors, dans une introduction, que ce soit dans un mémoire de master, dans une thèse de doctorat ou dans un article scientifique, il y a des étapes à respecter. Donc, l'introduction, généralement, est composée de ces étapes-là. Donc, on a une amorce ou ce qu'on appelle une accroche. Donc, c'est la présentation générale du sujet. Donc, il faut présenter le sujet dans sa généralité. Voilà, pour préparer le lecteur du général au particulier. Voilà, de telle sorte à être, disons, conduit du général vers le particulier. C'est ce qu'on appelle le raisonnement, voilà, déductif. Voilà, en forme de sablier. Voilà, ce qu'on appelle même le principe de l'entonnoir. Donc, une fois j'ai présenté le sujet de façon générale, alors je dois présenter le constat. Qu'est-ce que j'ai remarqué comme anomalie, qu'est-ce que j'ai remarqué comme phénomène, à quoi j'ai été confronté, voilà, quel est l'obstacle, le dysfonctionnement, la difficulté, voilà, à laquelle j'ai été confronté. Après, là où les motivations, pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce sujet. Voilà. Je formule ma problématique, mes hypothèses et j'annonce mon plan. Voilà. Voilà. Donc, c'est classique. Donc, voilà, mis à part ces remarques, voilà, j'ai apporté une note disons, de 8 sur, de 12. Un 11 ou 12, voilà, j'ai écrit un 11. Voilà, sur 20. Donc, pourquoi? Parce que l'étudiant, certes, a un très bon style. Voilà, un très bon style. Mais les informations ne sont pas cohérentes. Voilà, il y a un problème de cohérence. Voilà, par exemple, certaines phrases sont très bien écrites, mais il y a un sérieux problème de cohérence. Par exemple, ici, l'emploi pour atteindre ce dernier stade, pour parvenir à ce point. Donc, il y a beaucoup de maladresse. Donc, aussi, même au niveau de l'annonce du plan, toujours par rapport à l'introduction de cette dissertation, il faut annoncer le plan dans un bloc, c'est-à-dire dans un paragraphe. Voilà, un seul paragraphe. Donc, mis à part ces remarques, je vous dis merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir suivi voilà ma vidéo et à la prochaine fois, Inch'Allah.